Allô, je veux juste remercier la compagnie Dose qui commandite le podcast à nouveau. Moi, c'est rendu intégré dans ma vie depuis une couple de mois. Je prends ça, petite shot de produits naturels, coup de fouet santé assuré. Ça fait du bien, c'est bon pour la santé. Pour de vrai, c'est gros ce que je m'apprête à dire, mais et je pèse mes mots. Si j'étais une shot, je voudrais être une shot Dose. Salut, je ne vais pas prendre trop de temps dans le projet, mais je veux juste vendre un petit peu mon nouveau spectacle, le spectacle Ouvert, qui est mon 4e one-man show. Toutes les dates sont sur mon site alexandrebarrette.com. Puis là, je sais pas, je joue à quoi. Chris, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, câlisse. Je peux prendre tout le temps que je veux. Je suis humoriste bien avant d'avoir un podcast. Fait que l'humoriste dit à l'animateur podcast, « Ferme ta gueule, câlisse. Je vais prendre toute la place que je veux. » alexandrebarrette.com. Beaucoup de belles dates de spectacle. Un show dont je suis très fier, qui fait beaucoup rire. Alors voilà, j'ai pas fini encore. Albert Rousseau, Rimouski, Trois-Rivières, Saint-Jean-sur-Richelieu. Plein de dates. Là, j'ai fini. L'épisode peut commencer. Bienvenue à Oublie pas ta brosse à dents. Épisode particulier. OK, laisse-moi t'expliquer. Alexandra Chiata, mon ancienne belle-sœur, sœur d'une fille avec qui j'étais en couple 2-3 ans, suit le podcast assidûment, puis m'a dit « L'histoire de ma mère, c'est une grande, grande histoire d'amour, puis j'aimerais venir te le raconter. » Puis bon, vu qu'on commence à être à court d'invités, j'ai dit oui. Mais non, c'est intéressant parce que plein de choses sont intéressantes là-dedans. Des relations d'amour dont la rupture est tellement dure que la personne n'a plus jamais d'amoureux dans sa vie. C'est le cas de la mère à Alexandra. Par la suite, elle me parle d'elle. Son projet d'avoir un enfant de façon solo-parentale. Parle de la solo-parentalité. Me parle de à quel point sa vie a été influencée peut-être par les choix de vie de sa mère. Épisode atypique parce que c'est la première fois qu'un invité ne me parle pas nécessairement de sa peine d'amour, mais me parle de la peine d'amour d'une autre personne. Mais super intéressant. J'espère vraiment que ces 50-55 minutes-là vous plairont autant que ça m'a plu. Alors, bon épisode de Oublie pas ta brosse à dents. Alexandra Chiata. C'est bien ça. Ça va? Ça va, toi? Oui. Ça va être une première dans l'histoire du podcast. Tous les gens que j'ai reçus depuis plus d'1 an viennent me raconter leur pire peine d'amour. Là, toi, tu viens me raconter une peine d'amour d'une autre personne. Exact. Je vais nous mettre en contexte avant. On a un lien. Oui. J'ai été ton beau-frère pendant 3 ans. Oui, 3 ans, j'aurais dit 2 ans? Je sais pas. On va dire entre 2 et 3, maintenant. Je pense qu'il y a une période de 6 mois flou. OK. Peut-être 2 ans, oui. Parfait. Mon ami Ben était proche de moi aussi à ce moment-là. Ben, 2 ans ou 3 ans avec Aurélie, tu dirais? J'aurais dit 2 ans et demi. Ah, on a tenté 2. OK. Il se mouille pas, là, il se mouille pas. Donc, on a déjà passé des Noëls ensemble, Alex. On a passé des Noëls ensemble. Ouais. J'ai été amoureux de ta jeune sœur. Yes. Puis bon, fait qu'on se connaît de là. Oui. Vous avez aussi un frère. Oui. Julien. Exact. T'es la plus vieille des 3. Oui. Après Aurélie. Oui. Après Julien. Exact. Julien est venu te reconduire ici. Oui. Est-ce qu'Aurélie est au courant que tu fais ce projet-là? Non. C'est ça. Je pensais même que Julien ne le savait pas. En fait, j'avais besoin de le dire à mon frère parce que j'avais besoin d'un lift. Donc, j'ai été obligée de lui dire. Mais pour vrai, même mon chum ne sait pas que je suis là en ce moment. OK. C'est toi qui m'as demandé il y a quelques semaines. Oui. Tu suivais le podcast, je ne savais pas. Puis tu m'as dit... Tu as écrit, je pense... Tu m'as-tu texté ou Facebook? Peu importe. Tu m'as écrit pour me dire l'histoire de ma mère est une grande histoire d'amour. Puis j'aimerais venir la raconter. Oui. Bon. Entre-temps, on s'est recroisés la semaine passée parce que ta mère, que j'ai
vu il y a quelques semaines aux soins palliatifs. Avec, justement, je vous ai croisé, je t'ai revu depuis longtemps là, avec ton frère et ta soeur. Aurélie m'a texté, elle m'a dit ma mère est rendue. Je savais que ta mère était malade. Aurélie m'a texté, elle m'a dit ma mère est aux soins palliatifs. Ça y ferait peut-être plaisir, quoiqu'elle ne te reconnaîtra sans doute pas. Exact. Ça y ferait plaisir de te voir. Je suis allé aux soins palliatifs et je vous ai vu, là, toi, Auré et Julien. Et la semaine passée, je suis allé au salon funéraire, ta mère est décédée. Exact. D'ailleurs, je tiens à te dire, parce que moi, c'est l'épreuve que je redoute le plus sur Terre, la mort de mes parents. N'ayant pas d'enfants, je me suis pas recréé ce noyau familial-là. Fait que moi, je dis pas que tes parents ont plus d'importance quand tu as des enfants, c'est pas ça que je dis, mais c'est ce que je crains le plus sur Terre, le jour où je perds mes parents. Je tiens à vous dire que vous étiez forts, autant ta soeur, toi, que ton frère. Vos 3 mots à la fin, c'était super touchant, super beau. C'est ça. Je vous ai trouvé d'une force et d'une... Je sais pas s'il y a quelque chose d'un peu artificiel parce que tu es dans l'adrénaline de rencontrer plein de gens puis de recevoir les sympathies puis de je sais pas, mais je vous ai trouvé... Vous sembliez très fort et quasiment zen. Mais vos mots étaient magnifiques. Bref. Cette dame-là, Mona Sheata, qui est décédée il y a quelques jours déjà, c'est d'elle dont tu viens me parler. Exact. Je te laisse débuter par où tu veux débuter. Parfait. Est-ce que tu veux que je te parle peut-être un petit peu de l'histoire de ma mère? Oui. Ouais, OK. Elle est égyptienne. Ma mère est égyptienne. Je connais, tu sais, pour avoir été en couple 2 ans et demi, 3 ans avec Aurélie, j'ai quand même côtoyé beaucoup ta mère. Oui. Puis je connais un peu son histoire. Je connais pas toute sa jeunesse. Elle m'a parlé des fois, des petites... rapidement, des passages de sa jeunesse. J'ai rencontré Mamina, qui est sa tante. Sa tante, oui. Bref, je te laisse me parler de l'histoire de ta mère. Apprends-moi-en, puis j'ai hâte aussi de voir... Ça m'intrigue, parce que je sais pas c'est quoi sa grande histoire d'amour. Fait que je te laisse me raconter ça. Parfait. Avant de débuter, Alex, j'avais un défi pour toi pendant le podcast. Je voulais savoir si tu voulais relever mon défi à ne pas dire ni Kat Brunet, ni Mariana Mazza de tout le podcast. C'est relevé. C'est relevé, hein? En fait, c'est accepté. C'est accepté? Je sais pas si je vais réussir. Parfait. C'est bon. C'est bon. Alors... Fait que tu me prouves que tu regardes vraiment le podcast. Alex, tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts dans la vie, mais le tien, et c'est pas parce qu'on se connaît, mais j'aime beaucoup le tien, il me fait du bien. Tu sais, j'ai beaucoup de temps, je me promène, ou je suis dans le train, ou je voyage à Montréal, puis ça me fait du bien d'écouter les histoires, je trouve ça pertinent. Puis j'aime la tournure que ça a pris, qu'on part d'un deuil amoureux, mais que finalement, on part de plusieurs deuils dans la vie. Ça vient me chercher, je me suis abonnée à Patreon, puis pour moi, le vendredi, quand je reçois le podcast, c'est comme un bonbon, là. C'est un plaisir. C'est flatteur. Voilà. Fait que bravo. Fait que les 2 noms que tu as mentionnés, je les dirai pas. T'as pas le droit de le dire. Le pire, c'est que tu me remets en question. Dans le podcast que j'ai enregistré avec José Godet ce matin, j'ai dit le 2e nom. Bien, pour vrai, je pense que tu le dis quasiment. Il doit y avoir comme 95% de tes podcasts où tu... Merci, Ben. Voilà. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, faisons différent. C'est un podcast différent, faisons différent. Donc, pour te parler un petit peu de ma mère, donc, est née en Égypte. Et puis, ma mère vient d'une famille, en fait, relativement aisée. Là, on parle... je te dirais pas qu'ils étaient riches, mais ils étaient en moyen. Tu sais, ma mère avait une maison de vacances à Alexandrie, là, pour te dire, tu sais, passer l'année scolaire au Caire, les vacances à Alexandrie. Okay. Donc, on parle quand même d'une famille assez aisée pour l'époque. Ma mère a 2 frères, que tu connais aussi. Oui. Et puis, des parents très érudits, un père qui était traducteur pour Nasser, donc à l'époque. Et ma mère parlait français depuis toujours, donc a été élevée dans les 2 langues. Arabe-français. Arabe-français. Et quand elle avait 13 ans, son père a décidé de quitter l'Égypte à cause des conditions politiques, et a pris sa famille sous le bras et a décidé de venir immigrer au Canada. Donc, on parle ici de 3 jeunes enfants. Ma mère avait 13 ans. Le plus jeune frère avait 10 ans et mon oncle le plus vieux devait en avoir 15-16. Là. Fait qu'on parle quand même de jeunes ados qui débarquent dans un pays où, évidemment, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de chaleur. Donc, déjà, ça a été un grand déracinement pour ma mère.
Donc, voilà. Donc, vécu cette nouvelle vie-là avec un père très érudit qui a été un professeur de cégep. Et puis... se sont installés à Montréal. À Montréal, OK. Exactement. Bon, le temps passe. Je pense que ça se passe plutôt bien. Ils se font bien. Leur vie se passe plutôt bien jusqu'à ce que leur père, donc ma mère à ce moment-là a 21 ans, a des problèmes cardiaques, rentre à l'hôpital pour se faire opérer et décide de ne pas en parler à personne en se disant « c'est une opération de routine, je vais sortir de là dans 2 jours ». Et finalement, on n'est jamais ressorti de l'hôpital. Il est mort. Il est mort. Donc, ma mère, du jour au lendemain, n'a plus de père. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le père de ma mère était le seul parent, dans le sens où ma mère avait une maman avec des problèmes de santé mentale. Donc, sa mère ne s'occupait pas d'elle, ne s'occupait pas des enfants. C'est juste son père qui s'occupait d'eux. Donc, elle se retrouve à 21 ans dans un nouveau pays avec ses frères, pas de père, et une mère en dépression, avec des problèmes de schizophrénie. Donc ça, c'est le début de vie de ma mère. OK. Donc, déjà, ça donne un petit peu le ton de son histoire. Ouais. Ensuite de ça, bon, ça a quand même eu du bon dans le sens où mes oncles et ma mère se sont beaucoup rapprochés. Donc, on part d'une famille très, très unie. 3 ans plus tard, ma grand-mère décède. Elle s'est enlevée la vie. Ça aussi, c'est pas très clair comme histoire. Elle était en Égypte, puis elle a décidé de sauter du balcon. OK. Donc, Ça, je me rappelle ouais. qu'Aurélie m'a déjà dit ça. Ouais. Ouais. Donc, c'est quand même un climat, là, on parle quand même... Si je résume, ta mère, à 24 ans, a plus de parents. Plus de parents. OK. Puis, je sais pas si toi, à 24 ans, mais moi, à 24 ans, j'avais encore besoin de ma mère, là. J'étais pas du tout prête à être une adulte. Donc, en rétrospective, c'est très, très tôt pour perdre ses parents, là. Donc, voilà. Puis donc, mini retour en arrière, ma mère, à 20 ans, rencontre mon père biologique, qui est un musicien. Mon père, je ne sais pas si tu le savais, mais mon père a été un grand joueur d'harmonica. J'ai su ça. T'as su ça? Ouais. Donc, c'est ça. Ma mère s'amourache d'un joueur d'harmonica. Tu sais, son père étant quelqu'un de très, très instruit, je pense que ma mère a été attirée par lui, probablement par le fait qu'il était musicien, qu'il avait un début de carrière, qu'il faisait des voyages. Un Québécois, un Montréalais? Un Français. OK. Un Français. Et donc, voilà, ma mère se marie à 20 ans, parce qu'à l'époque, 20 ans, c'était l'âge pour se marier. On devenait des trop vieux, passé 20 ans. Ouais. Donc, ma mère se marie à 20 ans et puis part en voyage avec mon père. Peu. Ah, c'est ça. Non. Mais c'est à 21 ans que ton grand-père est décédé. Ouais. Mais fait qu'elle s'est mariée avant que ton grand-père décède. Oui. Je comprends. Elle a rencontré mon grand-père a rencontré mon père. Okay. Je pense qu'il a donné sa bénédiction en disant tu vas t'occuper de ma fille. Puis 1 an plus tard, c'était fini. Okay. Donc voilà, donc ma mère commence cette vie un petit peu glamour de voyage sur des bateaux, de croisière et de choses comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon père biologique, la seule chose qu'il savait faire dans la vie, c'était faire de la musique. À part ça, il ne savait pas s'occuper d'une femme, pas s'occuper d'un enfant. Sa seule et unique passion dans la vie, c'était la musique. Donc, ma mère a vécu avec cet homme qui ne s'est jamais occupé d'elle. Elle s'est fait sûrement tromper à tour de bras. T'sais. Mais elle, c'était comme, hey, ça doit être ça l'amour. Donc, elle se contentait de ça, finalement. OK. 7 ans plus tard, ma mère, je nais, en fait. Je nais, mais elle m'a toujours dit qu'elle savait qu'elle ne voulait pas être avec mon père. Donc, je suis comme née d'un mariage où elle savait déjà que c'était pas une bonne idée, dans le fond, de faire un enfant avec. Mais elle a quand même été longtemps avec lui. Elle a été 7 ans avec lui. Donc, de 20 à 27. Elle a soupçonné de se faire tromper, puis... Non, pas soupçonné, elle le savait. Okay. C'était ça. Elle était comme dans une espèce de résilience de, ça doit être ça, la vie, probablement, de couple, ou tu sais. Puis, son modèle de parent aussi était un petit peu brisé. Donc, elle devait sûrement se dire que c'est ça qu'elle méritait. Puis, connaissant ma mère, elle devait se dire c'est ça qu'elle méritait. Puis fait qu'elle s'est contentée de ça, finalement. Jusqu'à temps qu'elle décide que c'était assez, puis que finalement, j'avais 6 mois. Fait qu'elle a quitté mon père, puis on a commencé une vie toutes les deux en quelques années. À Montréal. À Montréal. Donc, ma mère était prof. Fait que ma mère menait sa vie de prof pendant que j'étais à la garderie, pendant que j'étais toute jeune. À s'occuper de moi. T'sais, ma mère a toujours été une mère
extraordinaire. On n'a jamais manqué de rien. Ma mère a toujours été là pour nous trois, mais comme jamais. Là. Je veux dire, il n'y a pas une meilleure mère que ma maman. Là. Désolée, Alex. Fait que, je veux dire, aussi loin que je me souvienne, ma mère a toujours été là pour moi, là, même si elle était seule. Et puis, là, nous amène à son début d'histoire d'amour avec Alain, que tu as rencontré. Oui. Donc, Alain, qui est le père de mes frères et sœurs. C'est ça. Donc, Aurélie et Julien. Donc, ça nous mène à... J'avais 3 ans à l'époque. On habite dans un appartement avec ma mère à Ndiji. Et puis, juste à côté, il y a une madame qui, dans le fond, qui loue des chambres à des étudiants étrangers. Et un jour, elle rentre chez elle et elle croise un beau blond aux yeux bleus qui est Alain. Et c'est un genre de coup de foudre. Et puis, elle se dit qu'elle aimerait ça le revoir, puis qu'elle aimerait ça lui parler. Alors, elle s'invente une excuse. Fait que je ne sais pas si c'est vraiment une invention, mais elle avait un matelas à mettre sur son lit. Elle est allée frapper chez le voisin. Et puis, c'était Alain. Et Alain est venu installer le matelas chez ma mère. Puis, c'est de là qu'a commencé une belle histoire d'amour entre les deux. Moi, j'ai 3 ans à cette époque-là. Donc, je me rappelle que Alain s'est tout de suite occupé de moi, là, d'aussi loin que je me souvienne. Je faisais partie de sa vie, il s'occupait de moi comme sa fille. Et ils ont vécu 7 ans sur 2 continents. C'est-à-dire que Alain travaille en France, il a une école en France. Donc, Alain travaille l'été. Donc, nous, comme ma mère est enseignante, on va le rejoindre l'été. On passe toutes les vacances là-bas. Et lui vient nous rejoindre l'hiver. Donc, ça dure 7 ans de voyage outre-mer. Et tu sais, toujours dans un esprit de fête parce que ils vivent pas ensemble, ils se voient pas souvent. Donc, quand on se voit, c'est les sorties, les restos, les spectacles. Et vice-versa, quand il vient ici, c'est toujours des activités. Fait que c'est toujours des moments grandioses et des moments... qui sont pas de la vraie vie, dans le fond, là, parce que c'est une histoire d'amour qui est vécue à distance pendant très longtemps, mais ça reste qu'ils sont très amoureux, ils s'aiment, ils s'envoient des lettres, ils s'appellent au téléphone, ils s'envoient même des cassettes audio, là. Tu te rappelles des cassettes audio là, qu'on pouvait enregistrer? Fait qu'ils s'envoient des heures et des heures de cassettes. Alain m'envoie des heures de chansons sur cassette audio. Là, tu sais, c'est vraiment une correspondance sans fin, là. Et entre-temps, ils font 2 enfants. Donc, naît ma sœur, ton ancienne blonde. Aurélie, oui. Aurélie. Et puis, naît mon frère quelques années plus tard. Donc là, vient à un moment donné où ma mère se dit, je suis seule avec 3 enfants, ça fait comme plus de sens. Mais t'as un peu quand Aurélie puis Julien sont nés, ils retournaient encore en France l'été? Oui. Mais pourquoi ils enseignent? Il y a de l'école l'été en France? En fait, il était directeur d'une école pour étudiants étrangers qui venait apprendre le français dans le sud de la France. Je comprends. Fait que c'est une école qui n'avait lieu que l'été. OK. Donc, monsieur, madame, tout le monde venait se perfectionner en français. Fait qu'ils habitaient pendant 1 mois là-bas, avaient des cours de français, avaient des sorties, des activités. Fait que lui dirigeait cette école-là. Fait que lui, il travaillait 2 mois par année. Il travaillait 2-3 mois par année, mais tout le reste de l'année devait planifier, en fait, cette saison-là. Okay. Donc, c'est pour ça que lui, l'été, ne pouvait pas être ailleurs qu'en France. Donc, c'est ça. Donc, quand ma mère a accouché de mes frères et sœurs, lui est venu accoucher les enfants, mais repartait travailler. Puis ma mère continuait sa vie ici. Fait que ma mère était en congé de maternité toute seule. Bon. À un moment donné, c'était plus possible. Donc, ma mère a décidé d'aller le rejoindre. Ça a été une longue décision. Ça a pris quelques années avant qu'elle fasse le saut. Mais finalement, en 90, elle s'est dit, j'y vais. Donc, pacte toute sa vie dans des boîtes qu'elle envoie sur un bateau. Parce qu'évidemment, tu ne mets pas tout ça dans l'avion. Et puis, décide de tout quitter. Donc, travail, amis, ses frères, de qui elle était excessivement proche, pour aller rejoindre l'homme de sa vie. Et puis, donc, ma mère arrive, complètement déracinée. Alors, c'est sûr qu'elle connaissait quelques personnes quand même là-bas, parce qu'on était là-bas tous les étés et tout, mais quand même déracinée de... Pas de repères, pas de famille, 3 très jeunes enfants. Là. Mon frère a 3 mois à ce moment-là. Là, ma mère vient d'accoucher. Et puis, ma mère arrive là-bas et le lendemain ou le surlendemain, elle a une conversation avec Alain en disant « Hey, qu'est-ce que t'as? T'es bizarre, on vient d'arriver, t'es distant, qu'est-ce qui se passe? »
Et Alain lui avoue, donc on parle de vraiment littéralement 3 jours après son arrivée, que ça fait 1 an qu'il la trompe avec sa secrétaire et qu'il vient de mettre terme, la veille de notre arrivée, à la relation. Donc, ma mère commence sa nouvelle vie comme ça, en apprenant que l'homme de sa vie, qu'elle aime par-dessus tout, ça fait 1 an, en fait, qu'il la trompe avec quelqu'un d'autre. J'ai vu ma mère pleurer pendant 1 an sans arrêt. Sans arrêt. Ma mère a pleuré pendant 1 an. Puis moi, j'avais 10 ans à l'époque, donc je comprenais pas pourquoi elle pleurait. Il nous disait que c'était parce qu'elle avait de la peine, que parce qu'elle était triste d'être partie. Mais ma mère devait vivre ce choc-là seule, avec nous 3. Et... petite question pour toi. 2 questions pour toi. Vas-y. Pourquoi, et je veux pas enlever du drame à ça, mais pourquoi elle semblait lucide et accepter que ton père à toi, le joueur d'harmonica, la trompe, puis tu disais, ben, c'est comme ça, puis pourquoi, là, avec cet homme-là, ça fait si mal? C'est une bonne question. Je pense qu'elle n'a jamais profondément aimé mon père à la base. Okay. Je pense que, en fait, elle me l'a déjà dit. Elle dit, ton père, je l'ai aimé, mais sans savoir ce que c'était. Fait que je pense qu'elle a découvert le grand amour avec Alain. Et puis, c'est quand même passé quasiment quelques années là, entre les deux. Fait que j'imagine qu'elle a dû se rendre compte que c'est pas ça. Que c'était pas ça l'amour. Là. Pourquoi, puis là encore là, j'imagine que tu as dû avoir ces conversations-là par la suite avec ta mère. Pourquoi, ou en tout cas, est-ce qu'elle a envisagé de revenir? Tu fais un si gros move, d'envoyer toute ta vie sur un autre continent. Pour avoir côtoyé ta mère, je sais comment elle était proche de ses 2 frères. Ouais. Quitter le Québec, puis là, d'arriver, puis le père de tes enfants t'attend sur cette nouvelle-là. Mm-hmm. Elle a-tu déjà envisagé de dire, ben fuck off, tant qu'à être triste ici, puis de me sentir trahi, on retourne au Québec, puis fuck off? Oui, mais tu connais aussi ma mère qui a passé sa vie à s'occuper de ses enfants. Pour elle, c'était inconcevable d'arriver là, puis de ne pas tenter l'histoire avec le fait d'avoir un père pour ses enfants. Et il y a une partie d'elle quand même qui espérait pardonner, qui espérait oublier, qui espérait vivre avec ça. Donc, c'est ce qu'elle a essayé de faire pendant 8 ans. Pendant 8 ans, elle a essayé de mettre ça de côté. Elle a essayé de vivre avec. Puis là, il faut aussi se rappeler qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble aussi. Hein? Ouais. Là, c'est non seulement elle arrive puis elle s'est fait tromper. Puis c'est vraiment... Pour elle, c'est la fin de son monde. C'est l'homme de sa vie. Là. C'est le seul homme qu'elle n'a jamais aimé dans sa vie, c'est lui. Là. Puis c'est aussi le fait que... j'ai perdu mon idée. Ce que je te disais, est-ce qu'elle a envisagé de repartir au Québec? Elle a essayé 8 ans. Oui, elle a essayé 8 ans, oui, merci. Et puis, c'est ça, c'est le fait que, tu sais, elle a quitté sa job, elle a quitté son appart. Il n'y a pas de point de retour pour l'instant. Là, dans l'immédiat, il n'y a pas de point de retour. C'est comme, je suis là, il faut que je fasse face à la musique, puis on le fait. OK. Pendant les 8 ans, il y a eu une année où on est rentré à Montréal, tous les 4, avec donc ma mère et mes frères et sœurs. Ma mère ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire, elle était mêlée, elle avait de la peine. Fait qu'on est revenus une année, tous les 4. Donc, reparti, appartement, job. J'avais 14 ans, j'étais ado, mes frères et sœurs étaient tout petits. Fait que, tu sais, ça montre la force psychologique de ma mère. Là. Moi, j'ai un enfant, puis je suis débordée. Là. Ma mère en avait 3, puis il n'y avait jamais de problème. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, à essayer de raccommoder les choses. Je me rappelle qu'Alain était venu nous voir pendant cette année-là. Donc, finalement, pour repartir en France en se disant, je donne une autre chance, on le fait pour les enfants et tout. Et puis, dans les 2 années qui ont suivi, un soir... Ah, puis j'ai oublié de te dire quelque chose quand même. Alain travaille avec cette fille-là tous les jours de sa vie. Okay. C'est sa secrétaire. Et ça a été sa secrétaire pendant tout le temps que ma mère était en France. Là. Est-ce qu'on sait si il s'est repassé de quoi? Il l'a tué? Alors, je pense pas qu'il s'est repassé de quoi. Ceci étant dit, à la minute où ma mère est partie, ils se sont mis en couple. Fait que c'est comme dur à quel moment? L'année ou à la toute fin? À la toute fin. OK.
À la toute fin, quand ma mère, on a quitté la France, il s'est remis en couple avec elle. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est quand même dur à encaisser que non seulement il a travaillé avec elle, puis c'est cette espèce de... Comment tu fais pour avoir confiance, dans le fond? Mais c'est ta mère... C'est ça, là. Je sais pas, la Mona à 28 ans, 30 ans, 32, versus celle que j'ai connue, mais c'est une femme forte qui a quand même un bon caractère. Oui. Fait qu'on dirait que j'ai de la misère à... Je l'imagine pas molle et passive, mettons. Je l'imagine plus. Je l'imagine très proactive en tout cas, je l'imagine pas se laisser faire ça, même si t'as pas de contrôle. On dirait que je suis surpris de savoir qu'elle reste si longtemps puis qu'elle tolère autant. Les enfants. Ses enfants. Ma mère aurait tout donné pour nous trois. Là. C'est même à la limite, c'est beau là, ce que je te dis, mais à la limite, c'était un peu triste à la fin parce qu'on était comme, tu sais, maman, on est grand. À la fin, là, dans les années avant qu'elle soit malade, on était tout grand, on avait notre vie, on avait des enfants, puis tu sais, elle lâchait pas le morceau. Là, il fallait encore qu'elle nous fasse une épicerie. Puis c'est comme, maman, tu peux vivre ta vie. Là, c'est ça qui est un petit peu triste, c'est que ça a été très beau très longtemps quand on a été jeune et tout. Mais à un moment donné, c'était comme, maman, tu peux reprendre le contrôle. Nous, on voulait qu'elle reprenne le contrôle de sa vie puis qu'elle ait du fun. Ma mère ne savait pas s'occuper d'elle. Là. Ma mère savait juste s'occuper de nous et des autres. Okay. Donc, tu sais, elle est restée là pour nous parce qu'elle voulait un modèle familial conventionnel puis elle pensait que ça aurait pu marcher. Puis finalement, ben, ça n'a pas marché. Fait qu'elle quitte, vous avez quel âge quand elle quitte pour... Alors, moi, je suis restée une année de plus avec Alain. Moi, j'avais 18 ans dans ce temps-là. Donc, moi, je pensais peut-être faire ma vie en France. J'avais un chum, j'avais des amis. Là, je pensais que je connaissais la vie. Donc, je suis restée un an avec lui. Fait qu'elle est repartie avec mes frères et sœurs qui avaient 8 et 10 ans. Donc, en 98, revenu ici, remis ses affaires dans des boîtes, rebelote, donc chemin arrière, pour revenir s'installer ici, se retrouver une job, un appart, une maison, une voiture. Ben, t'as dû reconnaître le moment dans l'épisode de Séric où je parlais de Doré. Oui, absolument. Moi, par contre, je sais pas, puis je sais pas après où on s'en va avec ça, la suite des choses, mais moi, quelque chose, par contre, que j'ai souvent souligné ça. Je l'ai dit dans l'épisode avec Séric, mais moi, je viens d'une vie très tranquille avec peu de déracinement. Même mes parents sont toujours dans la même maison où moi je suis né. Mes parents, ça fait 53 ans qu'ils sont mariés. Frères et sœurs. Pas de grand déracinement. Mm-hmm. Puis, je suis très, très, très facilement shakeable. Prendre une décision me tue. Je trouve ça dur. Auré, que j'ai souvent cité comme ça, peut-être le fait qu'elle a vécu dans différents... Justement, elle aussi, là, Québec, France. Après... petit appart où je pense que ta mère laissait le lit principal. Je pense la chambre principale à Aurélie parce qu'elle était rendue adolescente. Absolument. Puis ta mère dormait avec Julien. Oui, c'était ça, ma mère. Oui. Mais Auré, ça fait que pour moi, après, je la trouvais tellement bien dans toutes les situations. Ouais. J'ai souvent dit d'Auré que elle est sa propre maison. Elle est bien partout. Le fait d'avoir tellement été brassée puis barouettée qu'à un moment donné, ben, ma référence, c'est moi-même, puis elle est tellement bien avec elle-même. Oui, t'as raison. Fait que c'est ça. Bon, fait que là, ta mère vit avec Auré puis Julien. Ça m'a tout le temps touché, savoir qu'elle laisse la chambre principale, un petit 4,5. Ouais. Elle laisse la chambre à Auré parce qu'Aurélie est adolescente, puis elle est avec ton petit frère. Une mouche. Elle est avec ton petit frère dans l'autre chambre. Oui. Puis l'année où on est revenus, tous les 4, c'était pareil. Ils nous avaient laissé la grande chambre, puis... elle avait pris la petite chambre parce qu'elle était comme, non, je veux que vous soyez bien. Tu sais, c'est ça, ma mère, c'est des sacrifices tout le temps pour qu'on soit bien. Est-ce que, j'ai plein de questions, est-ce que ton récit, t'as d'autres choses? Ou... Oui, j'ai dans d'autres choses. Par rapport à ma mère? Oui, mais c'est que je veux pas trop couper avec trop de questions, mais si tu me dis que c'est... Je veux pas non plus te... J'aurais peut-être juste quelque chose pour clôturer un peu cette histoire-là. Ouais. Dans le fond, quand ma mère est partie en 98 avec mes frères et sœurs,
Évidemment, ça a été très dur au niveau des relations entre eux et tout. Et ce que ma mère... Parce que je suis devenue un peu la confidente de ma mère au fur et à mesure que la vie a avancé, dans le sens où j'étais la plus vieille et j'avais vécu un petit peu l'histoire avec elle. Donc, elle m'a beaucoup confié de choses. Et en fait, ce qui a été le plus dur pour elle, c'est que mon beau-père, ça a pris 20 ans avant qu'il réalise l'ampleur de la peine qu'il avait fait à ma mère. Et c'est ça qui a été très difficile pour elle, c'est que il s'est jamais excusé. Il s'est excusé genre en 2010. Fait que tu sais, ça a pris tout ce temps-là pour faire « Hey, c'était pas fort mon affaire. Je m'excuse. » Et c'est à ce moment-là que ma mère a été capable de passer à autre chose. Fait qu'on dirait que sa peine d'amour, elle l'a vécue pendant 15 ans. Tu sais, de pas être capable de passer à autre chose, d'être dans la rancœur, d'être dans l'animosité, jusqu'à temps qu'il fasse « Je m'excuse, je viens de réaliser ce que je t'ai fait subir. » Et là où on a été capable de se reparler, où on a eu des relations cordiales, ou, mais c'est ça que je trouve dur dans sa peine d'amour, c'est qu'elle a été très longue parce que pas capable de passer à autre chose. Est-ce qu'elle est tombée amoureuse à nouveau? Non. Jamais? Jamais. C'est ça qui m'impressionne. Tu sais, moi, elle avait un ami, là. Ouais. Mais Auré m'a toujours dit, ma mère aura jamais d'autre amoureux Jamais. que mon père. Jamais. Tu l'expliques à quoi? Parce que c'est une grande, grande histoire d'amour? Ou c'est le tempérament de ta mère que c'est quelqu'un qui s'est refermé puis qui s'est dit, ça a trop fait mal, fuck off? Deux choses. Je pense que tant qu'on a été à la maison, tu sais, mon frère est parti un peu plus tard de la maison, là, un petit Tanguy, mon frère. Ouais. Tant que mon frère était à la maison, le but de ma mère, c'était de s'occuper de mon frère, puis s'occuper qu'il soit bien tout. Puis aussi, la blessure était trop grande. Le mal était trop profond pour faire confiance à nouveau à quelqu'un. Elle s'est jamais remise de ça, ma mère. Elle s'est jamais... La blessure a jamais été guérie de cette peine d'amour-là. Je vais te poser une question qui va être confrontante. Est-ce que tu crois que c'est une femme qui a été heureuse? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ma mère a toujours eu le cul en deux chaises. Quand elle était en France, elle voulait être ici. Quand elle était ici, elle voulait être en France. Quand elle était à Saint-Hyacinthe, elle voulait être à Montréal. Quand elle était à Montréal, ma mère a toujours eu le syndrome de « je suis jamais à la bonne place ». Et ça nous a profondément attristés avec mes frères et sœurs parce que jamais... Même quand j'ai eu un enfant où elle est venue me donner un gros coup de main dans les premières années parce que j'étais seule avec ma fille, mais même quand elle était à la maison avec moi, elle voulait être chez elle. Tu sais, ma mère, je pense que ma mère a été très peu heureuse dans sa vie. Alors, elle parle beaucoup de l'Égypte quand elle était... Très peu heureuse? Très peu heureuse. Okay. Très, très... Oui, pas peu heureuse. Ouais, très peu heureuse. Okay. Ouais, non. Tu sais... Je vois qu'elle nous parlait de l'Égypte, elle disait, c'était la période la plus agréable de ma vie, mais tu sais, je veux dire, tu avais entre 0 et 13 ans. Oui, c'est ça. Donc, non, j'ai pas l'impression qu'elle a été heureuse. Et c'est triste parce que ma mère, je veux dire, c'est une très belle femme, là. Ma mère... Aucun sens. Dans le sens, encore aujourd'hui, aujourd'hui, non, parce qu'elle est décédée, mais encore, il y a tout récemment, c'était une belle femme, mais j'ai vu au salon funéraire des photos d'elle à peut-être 20 ans, justement. C'est un mannequin. Là. C'est un pétard. Mais ça fait mal parce que il y a plein d'aspects que je veux aborder avec toi. Puis là, je veux pas péter ton récit, mais on y reviendra après. Bien sûr. Tu dis qu'elle a tout fait pour ses enfants. Oui. Beaucoup, en tout cas. Puis d'ailleurs, si je ne m'abuse, je ne veux pas rentrer trop dans des choses qu'Aurélie ou Julien ne voudraient pas dire, mais ça a même été... il y a eu des relations difficiles vers la fin avec Aurélie, je pense. Je sais pas, avec toi, puis avec... Mais quelque chose de beau, je sais pas si c'est toi ou Julien ou Aurélie qui a dit ça au salon funéraire, mais quelque chose qui m'a touché, c'est malgré les tensions qu'il y a pu avoir avec différents proches, une de ces grandes, grandes fiertés, c'est de voir à quel point vous trois, vous êtes unis et inséparables. Ouais. Mais tu sais, c'est comme... Je suis parti à brailler. C'est comme... Encore une fois, ça me ramène à comment mes parents ont fait des sacrifices puis comment c'est beau être un parent. Mais c'est comme le dévouement ultime. Elle, puis je dis pas que je recommande pas ça à personne, mais elle,
mettre sa vie un peu en suspens, mais son but premier, c'est que ses enfants, malgré les petites tensions qu'elle peut avoir, qu'ils soient heureux et bien ensemble. C'est comme ça m'a touché beaucoup, ce bout-là. Autre aspect que je voudrais aborder avec toi, parce que moi, ça m'a shaké en esti. Aurélie m'avait prévenu quand je suis allé à la Source Bleue, là, le centre, la maison de soins palliatifs, qui est magnifique d'ailleurs. Incroyable. Où elle a passé ses derniers jours. Aurélie m'avait prévenu, ça se peut qu'elle ne te reconnaisse pas. Ouais. Ça m'a pas shaké parce que ta mère, je la voyais peut-être une fois par année ou 2 ans. Fait que c'est normal quand le chum, l'ex-chum d'une de mes enfants, c'est normal qu'elle me reconnaisse pas. Mais non. Pas toi. Là. Mais ça m'a vraiment fait de quoi quand elle vous reconnaissait pas. C'est quoi le feeling quand tu vas visiter ta mère puis qu'elle a un sourire poli parce que tu sens qu'elle a un orgueil puis j'ai senti qu'elle voulait pas perdre la face. Ouais. Mais c'est fou, hein? C'est quoi le feeling quand ta mère te reconnaît pas? Ben, tu sais, elle nous a quand même pas mal reconnus jusqu'à la fin, mais elle nous a mélangés. Mettons, elle savait qu'on était un de ses enfants, mais tu sais, entre moi et Aurélie. En fait, elle nous mélangeait entre nous et nos enfants. Donc, moi, j'étais souvent ma fille, puis Aurélie, c'était souvent moi ou ma fille, tu sais. Fait qu'elle nous mélangeait dans la famille. Mais tu sais, Alex, ça a été tellement progressif, tout ça. Ça a été tellement des étapes. Tu sais, ça fait quand même 2 ans que ma mère a eu un diagnostic de cancer. Et l'Alzheimer, où, tu sais, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas si c'est de la démence ou de l'Alzheimer ou une maladie autre. Tu sais, on n'a jamais eu un diagnostic clair, mais tu sais, clairement, elle perdait la tête. Tu sais, en rétrospective, Alex, ça fait longtemps que ma mère en perdait des bouts, là, tu sais. Moi, ça fait presque 7 ans que je suis avec mon chum, puis mon chum n'a jamais connu la Mona que tu as connue, toi. Quand on s'est rencontrés, j'ai dit, ma mère, c'est comme pas ma mère, mais à l'époque, je comprenais pas c'était quoi, tu sais. Est-ce que c'était de l'anxiété? Est-ce que c'était de l'angoisse? Mais tu sais, ma mère, tranquillement, a changé. Après ça, il y a eu le diagnostic de cancer. Après ça, elle a commencé à perdre la tête. Fait que, tu sais, ça a été très graduel. Puis, tu sais, on a vraiment fait des deuils petit à petit. OK, là, on sait qu'elle est malade, qu'elle va pas vivre encore très longtemps. OK, là, on sait que là, là, elle commence à perdre la tête. Là, elle peut plus conduire. Fait que, tu sais, fait que ça a été très, très graduel. Fait que ça n'a pas été un choc, brutal. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a 2 sortes de deuil là, dans la vie. C'est que, tu sais, nous, on a eu un deuil blanc ça a été progressif. Ça a été 2 ans de, tu sais, on sait qu'elle sera plus là bientôt, versus quelqu'un qui perd un parent du jour au lendemain. C'est pas la même game, là. Tu sais? Mais quelqu'un qui... Puis je suis pas en train de dire qu'un est plus dur ou moins dur, mais quelqu'un qui perd un parent du jour au lendemain, il vivra jamais la situation que sa mère la reconnaisse semi. Ouais. Ou, tu sais, je veux dire, la confondre avec ça. Tu sais, il y a de quoi, moi, qui m'a troublé. Puis encore une fois, je vous trouvais bon parce que vous étiez dans la légèreté puis dans l'humour. Ben voyons, maman, tu sais, vous la taquiniez beaucoup. Puis il y avait... Ça semblait pas vous démolir. Peut-être que moi, justement, quand j'ai constaté ça, vous étiez dans votre tête ailleurs puis qu'on est rendu là. Ouais. Mais moi, quand elle a appelé Aurélie le nom de sa fille, puis qu'il me semble qu'elle a appelé Julien, je veux pas me dire le nom d'un de ses frères, Amy ou ça. Oui, sa mère et Julien mélangeaient beaucoup. Il y a de quoi de spécial. La personne qui perd son parent d'un infarctus du jour au lendemain ne vivra jamais ça. Il y a de quoi qui... Je veux pas te le rendre pire que c'est. Il y a de quoi qui est violent, je trouve, que ton parent te reconnaisse plus vraiment. Mais en fait, cette maladie appelons-la l'Alzheimer, parce qu'on ne sait pas c'est quoi, mais tu sais, tout est violent, cette maladie. Tout est violent. Tu vois ton parent perdre 100% de ses capacités. Vous ne pouvez plus conduire, vous ne pouvez plus manger par elle-même. Là, je remonte à 1 an, mais il y a 1 an, je me rappelle, on était chez elle, puis il fallait qu'elle ouvre le rond pour partir de l'eau. Elle n'a jamais été capable. Puis on était là, puis tu voyais qu'elle était mal à l'aise, puis qu'elle voulait cacher ça, mais elle n'était pas capable d'ouvrir le rond pour partir de l'eau. Ça ne fonctionnait pas dans sa tête. Le chemin ne se rendait pas. Fait que c'est ça qui est tough, c'est de voir ta mère qui a tout fait, qui a tout affronté, puis être capable de partir le four ou d'ouvrir le rond parce que mécaniquement, ça ne fonctionne plus. Fait que c'est terrible. C'est ça. C'est terrible de voir quelqu'un que tu aimes dépérir à ce point. J'ai d'autres questions.
Vas-y, Alex. Toi, parce que toi, ton père n'a pas été trop présent, je pense. Pas du tout. C'est ça. Ouais. Fait que Alain, Oui. qui a été mon beau-père, que j'ai beaucoup aimé, ça l'a dit. Ouais. Mais là, tu sais, tu m'amènes un nouveau. Ça, j'avais jamais su ça. Là. Toi, c'est ton beau-père, mais qui est devenu un peu ton père, là, tu sais. Est-ce que tu en as voulu? Beaucoup. Énormément. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps qu'il pardonne ma mère. Jusqu'à temps qu'en fait... Qui s'excuse à ta mère. Qui s'excuse à ma mère. Et en fait, Alain et moi, on ne s'est pas parlé pendant 12 ans. OK. À cause de ça? Non. L'année où je suis restée, dans le fond, quand ma mère est partie, ça s'est très, très, très mal passé. Puis je suis partie de là, puis on ne s'est pas parlé pendant 12 ans. Fait que, tu sais, ça a été très violent aussi de ce côté-là parce que il m'a toujours considérée comme sa fille jusqu'à temps qu'il décide que j'existe plus dans sa vie. Pourquoi? Alain, c'est quelqu'un qui a beaucoup cheminé dans sa vie, mais tu sais, il a eu une période où il était très, je veux dire, fermé. Ben, tu sais, j'étais ado. Puis, tu sais, j'étais peut-être une ado qui était un peu perdue. Puis, tu sais, au lieu de m'épauler là-dedans, il a comme fermé la porte. Puis, il était comme, ben, débrouille-toi. Fait que, puis moi, je laissais pas ma place. Fait que ça a été très confrontant. Puis, c'est ça. Il me trouvait perdu, pas poli. Fait qu'il a décidé de couper la relation. C'est lui qui a coupé la relation? Ben, en fait, je suis partie de la France sans lui dire. Puis, on s'est jamais reparlé. Puis, quand il voyait mes frères et sœurs, il ne parlait jamais de moi, ne demandait jamais. Je veux dire, je n'ai pas existé dans sa tête et dans son cœur pendant 12 ans. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ça s'est réinitié la relation? Je sais pas, c'est quand on était avec ma soeur, j'étais-tu avec William dans ce temps-là ou pas? Ouais. OK, bon. Ben, avec William, je suis partie faire un tour de... Pas un tour de l'Europe, on a fait comme un road trip, un trip en pack-sac en Europe. Pendant 4 mois, un été. On a quitté nos jobs, on est partis tous les deux. Et puis, on a passé une bonne partie de notre voyage en France. Puis, tu sais, moi, j'avais de la famille en France, donc j'allais dormir chez Mamina, dans le sud de la France. Et Mamina, pardon, la tante de ma mère, était très, très proche de ma mère. Puis, elle, ça l'attristait énormément qu'on se parle plus avec Alain et tout. Et elle m'a dit, tu sais, Alex, ce serait bien que tu reprennes contact avec lui. Il essayait d'appeler. Il savait que j'étais en France. Il avait essayé d'appeler. Il a comme démontré une ouverture pour me reparler. Fait que pendant ce voyage-là, j'ai repris contact avec lui. On s'est retrouvés. C'est une scène de film. Là, on s'est retrouvés sur la plage. On s'était pas vus depuis 12 ans. Et c'était une journée où il n'y avait pas un chat sur la plage parce qu'il faisait pas beau. Fait qu'on était seuls. On s'est avancés les deux pour se retrouver. On a pleuré. Puis on s'est expliqué. On s'est parlé. On s'est dit comment on avait cheminé depuis toutes ces années-là. Puis on s'est pardonné. Puis depuis ce temps-là, ben on se reparle. Puis il m'a même adopté. T'avais quel âge? Il m'a fait la demande quand on s'est retrouvés. Mais ça a pris 3, 4, 5 ans là, avant qu'il m'adopte sur papier. Mais... ça, c'est tes problèmes personnels avec lui. Toi, est-ce que tu en as tenu rigueur par la suite de... Tu sais, toi, tu as vu ta mère un peu fuckée par ça. Est-ce que tu en as voulu encore par la suite par rapport à d'avoir trompé ta mère puis d'avoir, en fait, trahi ta mère? Ben, tu sais, encore à ce jour, quand je raconte l'histoire, là, je trouve que ça fait aucun sens ce qui est arrivé. Tu sais, dans le sens où elle travaillait encore pour lui. Tu sais, qui fait ça de « Hey, tu sais, j'ai merdé un peu, j'ai une relation avec ma secrétaire, mais tu sais, elle travaille encore pour moi. » Tu sais, qui fait ça? Fait que, tu sais, en rétrospective, je trouve qu'il a pas été bon tout le long. Puis il a rien fait pour que ma mère se sente bien. Fait que, tu sais, à ce jour, c'est encore difficile pour moi. Tu sais, oui, on se parle et tout, mais c'est difficile pour moi de pardonner ça. Est-ce que Aurélie et Julien, ta soeur et ton frère, en veulent à ton père pour cet aspect-là? Bien, beaucoup moins parce que ils étaient très petits quand c'est arrivé. Oui, mais ils ont dû savoir par la suite. Bien, tu sais, j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps, mes frères et sœurs, puis tu sais, ils ne connaissent pas toute l'histoire. C'est pour ça un petit peu aussi que je voulais venir la raconter ici parce qu'ils n'ont pas eu connaissance de toute l'histoire. Ils ont eu des bribes. Mais moi, j'ai eu l'histoire de A à Z, tu sais. Ma mère me l'a raconté maintes fois, me parlait de sa tristesse, de son désespoir, de sa frustration. Eux, ils n'ont pas eu ça. Ils n'ont pas eu ce discours-là. Ils n'ont pas eu ces confessions-là. Donc, ils ont moins conscience de ce qui s'est passé.
Est-ce que ta mère a un tempérament qui aurait été comme ça? C'est gros comme question, là. Mais est-ce que ta mère aurait eu un tempérament qu'elle aurait été comme ça blessée, peu importe l'homme? Ou c'est cet homme-là qui a arraché une partie de sa vie, tu dirais? Tu sais, il y a des gens qui sont orgueilleux, qui sont... Je dis pas que c'est ta mère. Qui sont pas dans le bon côté des choses. Je suis un peu comme ça. Des fois, je suis rancunier, je peux sombrer un peu. Au lieu de juste voir si je suis en vie, je suis heureux. Qu'il faut qu'elle lise plus sur ce qu'ils ont perdu versus ce qu'ils ont encore ou ce qu'ils gagnent dans la vie. Est-ce que ta mère, elle redessinait sa vie avec une autre histoire d'amour, puis on aurait pu voir une femme épanouie ou elle a un tempérament profondément triste? C'est une super bonne question. Je m'étais jamais posé la question. J'ai l'impression que... Je sais pas. Tu sais quoi, je peux pas te répondre. Je le sais pas. J'aurais aimé voir ma mère épanouie, amoureuse. C'est jamais arrivé. Je le sais pas. Qui hérite le plus de ta mère de ça? Moi, Auré, je suis Dans quel biaisé. sens? Ce côté-là plus ténébreux. Ou peut-être plus... Fonceur. Ou tu veux dire ténébreux au niveau de la beauté? Non, le côté fonceur, c'est fou. Ouais. Je pense que vous l'avez beaucoup les trois. Oui. Le côté peut-être plus, tu sais, cette tristesse-là. Moi. Ouais? Ah, oui, 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 oui. Oui, oui. Moi, là, moi, j'ai l'impression que j'ai hérité de tous les... Tu sais, moi, j'ai été longtemps... je suis encore tourmentée comme personne, tu sais, versus ma sœur qui est, tu sais, beaucoup plus bohème, peace and love, tu sais, ma sœur... Tu l'as tellement bien dit dans le podcast de Céric, c'est bien ça. Ma sœur est bien partout. Ma sœur est très malléable. Moi, je suis plus comme toi. J'ai plus de misère avec le changement. Pour moi, c'est... Attends, là. Une fois que je suis dans le changement, ça va super bien. Mais j'ai jamais envie que ça change. J'ai jamais envie que ça bouge. J'ai peur de tout. Je suis définitivement la plus anxieuse des trois. J'aurais aimé ça en léguer un petit peu aux deux autres, mais je pense que c'est moi qui ai tout pris. Est-ce que tu es heureuse dans la vie? Je suis beaucoup plus heureuse que je l'ai été. Je suis beaucoup plus heureuse. Je te dirais pas que c'est fluide. Je te dirais que je suis plus dans la complexité du bonheur, mettons. OK. Moi, j'ai pas le bonheur facile dans la vie. Pour moi, c'est pas facile. Je l'ai de plus en plus grâce à la nouvelle vie que j'ai avec mon chum. Mais c'est pas... J'ai beaucoup travaillé sur moi. Tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est pas facile. C'est pas... T'as peur du changement, Ouais. mais t'as fait dans ta vie quand même un esti de gros move Ouais. que c'est pas tout le monde qui a le courage de faire seul. Ouais. T'es une femme solo-parentale? Ouais. Solo parental. Parle-moi de ça. Parle-moi de comment c'est venu dans ta vie. Pourquoi t'as eu cette idée-là, puis pourquoi t'as fait ça? Je sais pas si c'était une idée ou de la folie. Je sais pas encore, pour être honnête. Parce que moi, je t'ai toujours côtoyé que t'avais des chums. Ah ouais? Ben, il me semble, oui, il y a eu William dont tu parlais. Ouais. Mais à un moment donné, c'est quoi? C'est que t'arrivais à un âge, tu te disais, moi, je veux des enfants, puis je trouve pas la bonne personne, puis j'ai pas envie d'attendre. Ou tu voyais l'horloge avancer, puis tu te disais, j'ai peur de pas en avoir. Ben en fait, tu sais, c'est drôle parce que tu me vois avec beaucoup de chums, mais tu sais, j'ai pas eu beaucoup de chums dans ma vie, là. J'ai eu des très bons chums dans ma vie. J'en ai eu peu, mais j'en ai eu, tu sais, tous des bons chums, des bons gars. Mais moi, j'ai été longtemps mésadaptée en couple. Je ne me sentais pas adéquate et je n'étais pas bien en couple. Il y a un podcast que tu as fait avec Andréane Amalette, je pense, qui parle de l'espèce de sentiment de liberté quand elle n'est pas en relation amoureuse. Puis ça, c'est vraiment venu me chercher parce que moi, c'est ça que j'ai vécu pendant longtemps. Je voulais être en couple, je voulais être en amour. J'étais en amour avec l'amour, mais malheureuse en couple parce que trop insécure. Pas de confiance, peur maladive de me faire laisser, peur maladive qu'on tombe en amour avec quelqu'un d'autre, jamais à la hauteur. Mais
tellement que j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'arrivais pas à être sereine. J'arrivais pas à faire confiance. Fait que, à un moment donné, j'ai fait, hey, ça me tente plus de vivre cette espèce de mal-être-là. Donc, je vais mettre une croix sur les relations amoureuses. Puis, je vais faire ma vie. Puis, je vais faire un enfant toute seule parce que je serais jamais bien en couple. Moi c'était fini, là. Moi, les relations de couple, c'était terminé. Fait que je me suis dit, ben, au lieu d'attendre après quelqu'un qui arrivera jamais ou qui va arriver puis que je serai pas bien avec, ben, je vais faire un enfant toute seule. Comment ça se passe? Parce que, tu sais, tous mes couples, j'ai pas d'enfants. Tous les gens que je connais qui ont des jeunes enfants, Ouais. c'est dur à deux. C'est dur quand tu peux partager, quand tu peux avoir quelqu'un avec qui tu partages le manque de sommeil, les tâches, comment tu... Puis aussi, sans offense, mais t'es pas millionnaire. C'est pas comme si tu pouvais avoir une nounou, un chauffeur qui t'aidait. Malheureusement pas. J'aurais choisi la nounou avant le chauffeur. Ouais. Oui. Pour vrai, Alex, ça a été dégueulasse. Ça a été dégueulasse. J'ai tellement trouvé ça dur. Au point de regretter? Oui. On s'entend, hein, quand je dis qu'on regrette, c'est jamais l'enfant, là. Ouais. Jamais l'enfant, là. Mon enfant, c'est ma personne préférée au monde, là. Oui. Ah oui. C'était un 18 roues dans ma face tous les jours de ma vie. Puis, tu sais quoi? Encore aujourd'hui. Parce que, ben moi, j'ai pas pogné la plus simple du lot, là. J'ai pogné un numéro un peu difficile. J'ai trouvé ça... Je trouve que c'est l'affaire la plus difficile d'avoir un enfant. Fait que, tu sais quoi? Seul ou à deux, là, j'ai trouvé ça... Ben, d'abord, j'ai été en dépression probablement pendant une grosse année. Dépression postpartum. Je me suis sentie excessivement seule dans mon parentalité. D'ailleurs, je pense que le congé... Non, pas le congé. La maternité devrait être repensée parce que c'est tellement difficile. C'est tellement un moment où on est tout seul. Même quand c'est fait en couple, tu sais, le chum, souvent, ben, c'est le moment qui reste à la maison, le chum va travailler, tu es déconnecté de ton enfant, le chum rentre le soir, tu veux un break, lui aussi veut un break. Ça ne fonctionne pas. Je pense que le congé devrait se faire à deux, qu'on devrait prendre moins de temps, mais ensemble. J'ai une de mes amies qui a fait ça, qui m'a dit, Alex, nous, on a pris 6 mois ensemble avec l'enfant, puis elle dit, mon chum est aussi au courant des besoins de mon enfant que moi, mais les yeux fermés. Parce que sinon, c'est combien? Les gens peuvent avoir combien de congés? C'est entre 9 mois et 1 an, en tout cas à mon époque. Là, Okay. Peut-être que ça a changé maintenant, mais moi, c'est dépendamment de combien tu veux être payé. Là, tu peux prendre 9 mois un plus gros salaire ou 12 mois un plus petit salaire. Okay. Donc, j'avais pris 12 mois pour avoir le plus de temps possible avec mon enfant. Mais c'est long. Tu sais, c'est... Puis j'étais seule. Mes amis travaillaient. Donc, ma mère est venue me donner un gros coup de main, mais ça a été très difficile, très confrontant avec ma mère. Ma mère n'écoutait pas mes besoins. Ma mère faisait à sa tête. Fait que ça a été hyper conflictuel. Malgré le fait que ma mère voulait tout faire pour ses enfants, là-dedans, ça a été un clash très difficile. Pour vrai, ça a été très, très dur. Je ne le conseille pas à personne de faire ça tout seul. Non? Non. Ah, non, c'est non. drôle parce que j'ai 2 sons de cloche. Puis j'ai une amie, une bonne amie à moi que j'ai vue récemment qui a fait ce projet-là. Puis elle, c'est l'inverse. Elle dit, j'avais tellement lu sur des blogs, puis j'avais écouté des podcasts, puis des filles qui solo parentales. Ils rendaient tellement dur et exigeant. Elle dit, je pense que mes attentes étaient tellement démesurées qu'elle a dit, finalement, j'ai trouvé ça, elle aussi a eu de l'aide de ses parents un peu. Pas si pire que ça. Ouais. Mais c'est peut-être pas le problème. Là, non, je pense pas que c'est toi le problème. Je pense que ça dépend aussi. C'est comme un couple qui a un enfant de façon à deux. Tu as des enfants plus difficiles, des enfants qui dorment moins, des enfants... Elle, je pense que son enfant a dormi bien dès le départ. Le manque de sommeil, Alex. Le manque de sommeil. Rien de pire que ça. Ouais. Puis tu sais, tu te dis, ah oui, je vais être fatigué et tout. Mais on sait pas c'est quoi être fatigué tous les jours de ta vie pendant 6 mois. Tu sais, des fois, on est fatigué de nuit de suite, on dort pas bien. Là, mais tu sais, pendant 6 mois, toutes les nuits, à rendre fou. Là, tu as un conjoint présentement. Ouais. Il est arrivé quand dans le processus? Assez tôt, en fait. En fait, c'est un garçon avec qui je travaillais.
même avant d'avoir mon enfant. Puis c'est quelqu'un qui était en couple. Puis honnêtement, je n'avais jamais levé les yeux sur lui. Là, il ne m'intéressait ni d'Adam ni d'Ève. C'était pas mon genre. Il m'intéressait pas. Puis quand je suis revenue de congé de maternité, donc Raph, ma fille, avait 1 an. Tes critères avaient baissé un peu? Non, en fait, pas mal. En fait, lui était séparé. Et puis, j'ai commencé à réaliser que cette personne-là avait une façon de penser complètement différente de tous les autres. Je suis tombée en amour avec sa façon de voir les choses. Là, il va être bien content que je dise ça, mais mon chum, il est un petit peu neurodivergent dans la vie. Et mon chum pense toujours en dehors de la boîte, tout le temps. Il m'arrivait toujours, puis on n'était pas ensemble, on travaillait ensemble, puis tu sais... Il me posait des questions, puis comment ça va. Puis, tu sais, il voyait bien là, que j'arrivais au travail dans un état, dépressif, là. Puis, il me posait des questions, puis comme, est-ce que tu as... Puis, il me posait des questions, puis le lendemain, il m'arrivait avec une solution que j'avais pas pensée. Puis, j'étais comme, comment ça, il y a des idées de même, lui, tu sais. Puis, au fur et à mesure d'échanger avec lui, j'ai fait, ce gars-là, je suis tombée en amour avec son cerveau, finalement. Puis, ça a été long, le processus, parce que, d'abord, j'ai mis du temps avant de comprendre que j'étais attirée par lui. Puis moi, je m'étais dit, c'était fini, là, les hommes, c'était terminé. Je mettais une croix là-dessus. Fait que, tu sais, avant de faire comme, ah oui, mais peut-être que lui. Puis on travaillait ensemble. Fait que là, c'était rough de faire, OK, mais ça marche pas. Puis, fait que ça a pris, tu sais. Puis mon chum étant quelqu'un d'assez gêné, il a mis du temps avant de me démontrer que finalement, je l'intéressais. Donc, quand il est rentré dans ma vie, Raph avait 1 an et demi. Donc, elle était toute petite. Et puis, mais au début, c'est ça. Au début, c'était mon chum. C'était pas du tout... Il s'est toujours impliqué avec Raph, mais tu sais, c'était... Il faisait le rôle d'un ami qui vient me visiter, finalement. Et puis, pendant la COVID, on a été confinés chez lui, tous les 3. Puis là, ça a vraiment créé une espèce de bulle familiale. Là, Raph avait 3 ans. Fait que là, à partir de ce moment-là, je te dirais que mon chum est devenu... sans le vouloir, le père de Raph. Par son application, par sa façon d'être avec elle. Il s'occupe d'elle mieux que quiconque. Mieux que j'aurais pu espérer, dans le fond. Est-ce qu'il l'a adopté? Non. Mais je suis curieux de savoir ça. Si jamais vous vous laissiez... Ouais. C'est une bonne question. C'est ton enfant? Ouais. Ou vous feriez... C'est rendu un point qui est proche dans sa vie que vous feriez garde partagée? On ferait garde partagée. Ah, Raph, c'est son père, là. Elle l'appelle pas papa, mais c'est son père. Je pourrais presque te dire, Alex, qu'elle préfère mon chum à moi. Tellement ils s'entendent bien les deux, qui sont sur la même longueur d'onde. Puis, tu sais, mon chum, c'est sa personne préférée. Elle l'aime. Il est tout le temps là pour elle. Il est tout le temps en train de s'occuper d'elle. Les 2 doigts de la main. Si je reviens à Mona, ouais. Je suis encore... ça me touche parce que le salon était la semaine passée. Ouais. C'est une histoire d'amour qui est belle, mais qui finalement qui est pas belle. Là. Ça crée du beau, mais elle a été attristée d'être ça une bonne partie de sa vie. Qu'est-ce que, à part la naissance, ben pas toi, parce que toi, t'es d'une autre union avant, mais ouais. À part Auré et Julien, tu réussis à sortir du beau de ça, malgré l'issue un peu plate? Ben, tu sais, le beau, c'est quand même que ma mère a tout fait pour nous, là, que ma mère a été là, no matter what, dans cette tristesse infinie. Ma mère ne nous a jamais, on n'a jamais, tu sais, moi, j'étais plus vieille, j'ai compris, mais mes frères et sœurs n'ont jamais vu de la tristesse, de la peine, du désespoir chez ma mère. Ma mère faisait comme si de rien n'était. Ma mère continuait sa vie. Ma mère les élevait, faisait semblant de rien. Tu sais, ma mère a été capable d'avoir ce front-là pendant 8 ans, alors qu'elle était à l'intérieur d'elle complètement dévastée. Puis, tu sais, ça, c'est une dévotion que j'aurais jamais envers mon enfant. Tu sais, à mon enfant, je suis prête à tout lui donner, mais ça, je l'ai pas en moi. J'ai pas ça en moi. Et je pense que ma sœur non plus. Elle, tu sais, on adore nos enfants, mais pour nous, comme on a vu une mère jamais s'occuper d'elle, pour nous, c'est aussi important dans nos vies qu'on prenne du temps à nous, qu'on prenne du temps avec nos amis. On est très dans l'équilibre. On essaie d'être dans l'équilibre, c'est-à-dire d'être là pour nos enfants le plus possible, mais on est très dans le
Si j'ai le goût de faire quelque chose, je vais le faire. Parce que je ne suis pas qu'une mère, je ne suis pas qu'une blonde. Fait qu'on est plus là-dedans avec ma sœur. Alors que ma mère, elle, il n'y avait rien d'autre que nous. Alex, d'habitude, si tu suis le projet, tu sais que je demande tout le temps un conseil. Mais là, toi, tu viens pas raconter une peine d'amour qui est la tienne. Fait que ma question va être floue, mais sois prête. Parfait. À qui tu sens que tu aurais un conseil de bonne valeur? Et quel est ce conseil? Alex, je vais prendre ta question, Ouais. puis je vais un petit peu la tourner. Vas-y. Le conseil, ce sera pas par rapport à la peine d'amour de ma mère. Parce que, tu sais, pour vrai, je sais pas si c'est une bonne idée de rester pour les enfants. Je le sais pas. Tu sais, t'as reçu des invités qui t'ont parlé de séparation d'enfants. J'ai pas la réponse à savoir si rester en couple pour des enfants, c'est une bonne chose ou pas. Je le sais pas. Je l'ai pas vécu. J'espère jamais le vivre. Je vais te répondre en te disant que j'aimerais donner un conseil aux gens qui pensent que ça se peut plus, les relations amoureuses, qui ont mis une croix là-dessus. C'est correct? Oui. OK. Moi, avant de rencontrer mon chum, j'étais... c'est ça, moi, j'étais fermée, il n'y a plus rien qui m'intéressait. J'avais aucune confiance aux hommes. Et en rencontrant ce gars-là a changé ma vie. Ce gars-là m'a permis de faire confiance, m'a permis de m'épanouir en couple, m'a permis de communiquer. Je n'avais jamais communiqué avant. Mon chum, c'est la personne la plus patiente du monde. Là. Je ne sais pas ce qu'il fait avec moi, mais elle m'a appris à communiquer, à être une adulte en couple, alors que j'étais convaincue que je n'avais pas le droit. J'étais convaincue que jamais personne allait être capable de dealer avec moi et être capable de penser mes blessures, parce que c'est un peu ça. Oui, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, mais mon chum est venu comme apporter une espèce de baume sur mon cœur que je pensais qui était brisé à tout jamais. Puis pendant longtemps, j'ai cru que ça se pouvait pas. Fait que moi, le conseil ou l'espoir, ce serait comme, c'est pas vrai que ça se peut pas. C'est pas vrai que quand tu penses que tu n'es plus capable d'aimer, quand tu penses que tu es détruit, il existe des gens qui sont capables d'être là pour nous guérir. Ça se fait à deux, par exemple. Mais, tu sais, mon chum est vraiment venu m'enrober dans une espèce d'amour inconditionnel. Bon, peut-être pas inconditionnel, mais, tu sais, auquel je pensais même pas que j'avais le droit puis que je pensais jamais vivre. Puis, avec le recul, ben, je me trouve hyper chanceuse de vivre cette belle histoire d'amour-là. Puis, quand je te dis belle histoire d'amour, on s'engueule, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est tough, là, je veux dire. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est une relation d'adulte Il y a 2 ans, moi, j'ai déménagé chez lui avec mon enfant sous le bras. Ça a été rough, là, tu sais. Au début, j'étais pas bien. La vie à 2, ben non, c'est pas le fun. Puis bon, fait que ça a été beaucoup de longues discussions difficiles. Mais ça se peut. Puis si tu m'avais dit un jour que je serais en couple avec quelqu'un et que je n'aurais pas de sentiment de jalousie, que j'aurais confiance en lui, je t'aurais jamais cru. Jamais, jamais. J'aurais été prêt à parier toute ma fortune, mais je suis pas très riche. Mais je l'aurais jamais cru. Puis tu vois, aujourd'hui, je me dis, ben ça se peut. Fait que c'est plus ça, dans le fond. Si jamais vous vous laissiez ton chum actuel et toi, Ouais. est-ce que là, cette conviction-là que tu es en train de vendre, tu l'aurais pour toi-même ou tu finirais comme ta mère, dame seule, qui s'est jamais réouverte à aucun homme? Wow. Bon, là, ça fait 2 fois que tu me parles de rupture avec mon chum. J'espère que c'est pas prémonitoire, ton affaire. 0. C'est une bonne question. Tu sais, je dis toujours à mon chum que si c'était pas lui, c'était personne d'autre. Tu sais, on se complète trop bien. Puis lui dit, mais non, Alex, tu trouverais quelqu'un d'autre. Puis tu sais, sûrement qu'il a raison, mais je pense que je serais pas intéressée. Mais là, tu viens de me mettre dans la face que je ferais comme ma mère. Fait que sûrement que je vais y penser à 2 fois. Puis que ton conseil s'appliquerait même pas à toi. Exactement. Puis que t'es conne. Aïe aïe! Tu m'as remis ça d'en face. Puis, dans le fond, je suis conne. T'es conne. Tout ça pour me dire que je suis conne, exact. C'est ça? Merci, Alex, de me ramener à... C'était un beau récit, Alex. Ça sort de... Ça sort de la structure habituelle des épisodes, qui est une peine d'amour. Ouais. Mais je suis content de quand même parler de toi aussi.
Je vais te demander une dernière question. Vas-y. Qu'est-ce que, si il y en a, des choses que tu n'as pas eu le temps de dire à ta mère, que tu aimerais lui dire si tu pouvais revenir quelques années en arrière, ou en tout cas avant qu'elle perde un peu sa tête et sa lucidité, qu'est-ce que tu aimerais dire à ta mère que tu n'as pas osé ou tu n'as pas eu le temps de lui dire de son vivant? Je lui ai dit beaucoup de choses parce que, surtout vers la fin où c'était plus facile, c'est con, hein? Mais tu sais, quand la personne est moins là, c'est plus facile de s'ouvrir. Là, c'est vraiment plate ce que je dis. Mais j'aurais aimé lui dire, chose que je ne lui ai jamais dit, j'aurais aimé m'excuser pour toute la période où elle est venue m'aider avec ma fille, où ça s'est tellement mal passé. C'était tellement pas le fun. C'était tellement pas agréable. J'aurais tellement aimé qu'on ait des beaux moments mère-fille, qu'on se parle de l'éducation de nos enfants, de comment on voit ça. Puis ma mère était... Puis c'est pour ça que je pense qu'elle était déjà malade à l'époque, parce que c'était pas ma mère comme je l'ai connue. Ma mère était vraiment dans la performance de... Je viens chez ma fille, puis là, il faut que je fasse le ménage, puis il faut que je fasse à manger. Puis moi, c'était pas ça mon besoin. Mon besoin, c'était... J'ai mon enfant à longueur de semaine sur moi, prends-la, puis moi, je vais aller faire des choses dans la maison. Ça va me faire du bien de faire des choses pour moi, de faire mon lavage. Je m'ennuyais de faire les choses toute seule, sans bébé dans les bras. Puis c'est ça que j'avais besoin. Puis ma mère, pensant bien faire, voulait absolument arriver chez moi, arroser mes plantes, remplir mon frigo. Et ça m'envahissait énormément. Puis ça a été très conflictuel parce que elle écoutait pas ou elle comprenait pas que mon besoin, c'était pas ça. Fait que c'était pas le fun. Puis j'aurais aimé ça lui dire que je m'excuse parce que c'est sûr que ça partait d'une bonne place. C'est sûr que ça partait d'une bonne intention, mais moi, je le vivais pas comme ça, puis elle non plus. Fait que ça a été pas une belle année, malheureusement. Puis ça, j'ai pas eu le courage de lui dire. Merci, Alex. Merci. Merci beaucoup. C'était une belle histoire. Je soupçonne mon collègue d'avoir les yeux pleins d'eau. Oh, ça va. T'as réussi au défi, Alex? Bravo, ça a été même pas difficile. J'ai fait une fois. Ouais? Ouais. En quoi? En disant quoi? Mais t'as pas beaucoup parlé, fait que... J'ai fait une fois comparer ta mère avec... parce que une des deux que je devais pas nommer, Oui. sa mère est libanaise. Oui. Puis je trouve qu'il y a des parallèles avec ces deux Je vies-là. comprends. Libanaise, 2 frères, comme ta mère. OK. Fait que j'ai Je fait... comprends. Il y a de quoi, à un moment donné, qui me faisait penser à la mère de celle qui je devais pas nommer. Ouais.